Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur Tandem 2.0 pour une nouvelle émission, pour une nouvelle interview, pour un nouvel invité. Ce soir, je vais vous présenter un personnage qui est connu sur les réseaux sociaux, si vous suivez un petit peu, Nathalie Bianco. Alors Nathalie Bianco, bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous avoir ce soir parmi nous sur Tandem. Moi aussi. Alors moi je suis ravie parce que je vous suis un petit peu depuis quelques temps. J'ai entendu parler de vous, moi, par plusieurs amis qui vous suivent, qui lisent assidûment vos tribunes. Alors Nathalie Bianco, vous êtes auteure, autrice, comme vous voulez. Vous préférez qu'on dise comment? Moi je dis auteur. Moi aussi je dis auteur, j'aime bien. Ouais. Donc auteur, et puis surtout vous êtes aussi militante laïque au sein d'une association, donc Réseau 1905. Alors, vous vivez à Lyon, dont vous êtes originaire. Vous êtes issu d'un milieu modeste. Vous êtes, comme vous le dites, un pur produit de l'ascenseur social à la française. Alors, on reviendra sur l'ascenseur social à la française qui semble être en panne depuis un certain temps en France. Vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez. Alors, vous avez toujours écrit. Et depuis quelques années, vous avez donc gagné en visibilité grâce aux réseaux sociaux. Et récemment, tout récemment, vous avez été co-signataire d'une tribune dans Marianne. Alors, un appel contre la racialisation du débat public qui rappelle donc que la véritable émancipation sociale passe par les valeurs et les vertus de la République. Alors, cette tribune est à l'initiative d'un mouvement, le mouvement République souveraine, sociale, laïque et écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce mouvement, qui en est à l'origine et qu'est-ce qui vous a amené à co-signer cette tribune dans Marianne? Je vais plus facilement répondre à la deuxième question parce que je pense qu'il serait mieux placé pour se présenter, d'autant plus que j'en fais pas partie. Moi, je fais partie des associations sympathisantes. Mais en gros, il y a depuis quelques années une espèce d'intrusion forte en France et en Europe et dans le monde d'une vision du monde qui est assez effrayante pour moi, qui consiste vraiment à diviser les gens en catégories, en races, les opprimés, les oppresseurs, les blancs, les noirs. C'est cette idéologie qu'on appelle décoloniale ici ou indigéniste. Voilà. L'intersectionnalité de ces idéologies, c'est en même temps, ça consiste à dire que ça consiste en gros à gangréner à peu près tout ce qui existe d'intéressant, c'est-à-dire le féminisme, les luttes antiracistes, qui sont complètement imprégnées de cette idéologie qui, de mon point de vue, est une vraie idéologie de séparation. Voilà, alors que eux militent, se disent militants antiracistes. Officiellement, c'est quand même paradoxal. Oui. En fait, quand vous n'avez que le mot race à la bouche, quand vous parlez de blanc, de noir, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas à tergiverser. On est sur une vision racialiste. Voilà. Alors peut-être que le terme raciste leur va pas, mais on peut tout à fait être sur un terme qui serait un terme de racialisme, c'est-à-dire encore une fois de considérer un individu non pas en tant qu'individu, mais en tant que blanc, que noir. Et cette stature-là lui donnerait une dimension systématiquement d'oppresseur ou d'opprimé. Donc, cette tribune, elle dit ça. Elle rappelle aussi que en France, pays des Lumières, il faut pas oublier, il faut pas se tromper de combat. Les clivages, c'est des clivages sociaux. L'émancipation, elle sera sociale. C'est-à-dire que les études montrent que dans une catégorie sociale équivalente, il n'y a pas de delta dans les résultats scolaires, par exemple, des enfants d'immigrés ou des enfants de Français d'origine. Ce qui fait la différence et qui est vraiment insupportable, et c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer, c'est sur les clivages sociaux. Voilà, il y a des différences énormes entre un enfant qui est dans un quartier, un enfant d'ouvrier, et puis un enfant qui est dans un beau quartier et qui est accompagné pour faire ses devoirs. Voilà, c'est là où se situe la vraie injustice. Elle s'est toujours située à ce niveau-là. Voilà. À ce niveau-là, ouais. On le sait. Et il y a une intrusion de ces idéologies qui vient dire quelque chose de complètement différent.
pour résumer, un SDF qui soit noir ou qui soit blanc, c'est un SDF, il souffre. Voilà. Oui. C'est tout. Alors justement, pour vous, de votre point de vue, c'est une crise sociale que la France traverse, c'est pas une crise identitaire, alors que effectivement, le combat, il est identitaire. Il est totalement racialisé, comme vous le disiez. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, cette crise identitaire, elle vient bien de quelque part. Oui, mais elle vient. D'après vous, l'origine, elle en est où? Elle est dans ce traitement des banlieues depuis 40, 50 ans Oui, ou voilà. Moi, encore une fois, je parle vraiment en tant que simple citoyenne, hein, mais j'ai grandi dans un quartier. Et c'était franchement, moi j'ai grandi dans un quartier qui était tellement pourri qu'il a fini par être rasé. Moi, quand j'y habitais, il fallait pas dire le nom de la rue parce que sinon, ça nous mettait en difficulté. Donc, on parlait du quartier, mais on disait pas je viens de la rue Olivier de Serres parce que sinon c'était tout de suite, on s'auto-stigmatisait et nos parents nous disaient n'en parle pas. Voilà. Donc, j'ai grandi dans ces quartiers. Les choses étaient quand même différentes. Moi, le souvenir marquant que j'ai de mon enfance, c'est que il y avait une pétition qui avait été faite par les mères de la cité, les mères, les mamans, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles protestaient, parce qu'elles ne voulaient pas qu'on mette leurs enfants dans une école où ils étaient entre eux. Elles voulaient absolument la mixité. Elles ne voulaient pas que les enfants soient séparés et qu'il y ait d'un côté les enfants d'immigrés et de l'autre côté les petits Français. Voilà. Et elles avaient raison. Voilà. Mais aujourd'hui, on assiste exactement à l'inverse. Voilà. Aujourd'hui, on ne demande que ça, que de la séparation, des horaires aménagés, des classes séparées. Voilà, on a envie de mettre des cloisons entre les gens. Alors, certainement que les raisons sont multiples. Certainement que si elles ont fait cette pétition, c'est qu'elles sentaient bien qu'on a mis du temps à les accueillir, à inclure les gens. Voilà. Moi, je suis pas là pour dire que la France est un modèle parfait, hein. Il y a de la violence partout, il y a du racisme partout. Bien sûr qu'on n'a pas réussi complètement cette intégration. Certainement, on aurait pu faire mieux. Les expressions grand-mère, quelquefois, elles sont assez sympas. Hein, quand on dit qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi finalement l'intégration, c'est pas parce que effectivement ça reste compliqué qu'il faut tout à coup nier notre modèle universaliste, partir dans une direction qui est totalement fausse. Alors vous dites effectivement qu'à un moment donné, on n'a pas su, enfin en France, le pays n'a pas su intégrer ces populations, mais on doit être à peu près de la même génération. Moi, j'ai grandi à Sarcelles, vous voyez, donc pas non plus dans les beaux quartiers. Mais à mon époque, en tout cas, notre époque, parce que je pense que effectivement on est à peu près le même âge, l'ascenseur social, c'était une réalité. C'est ça, je vous ai dit, on y reviendra. On avait l'impression qu'on allait tous dans la même école de la République et qu'on avait tous, on partait tous avec la même éducation, enfin en tout cas la même éducation scolaire, et qu'on aurait tous la possibilité de s'émanciper par les études, par l'école, et qu'on soit fils de carreleur immigré ou fils de dentiste en fait. Voilà. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, alors vous le dites, hein, l'ascenseur social est en panne. Pourquoi Encore une fois, moi, surtout que les générations à l'époque d'immigrés, nous on a grandi dans une société très très cosmopolite. On était tous mélangés, on était tous ensemble, on était tous amis. Et effectivement, les parents, donc la première ou deuxième génération qui était arrivée de l'étranger, c'est qu'une chose, c'est que leurs enfants s'intègrent et soient français. Bien sûr. Et c'est les générations d'après qui tout à fait. D'ailleurs, ont lâché ce modèle d'ailleurs. Moi, ce qui me marque énormément, c'est que quand je retourne aujourd'hui, alors plus dans mon quartier tout à fait parce qu'il a été rasé et reconstruit, mais enfin à 300 mètres de mon ancien quartier, je vois énormément de jeunes filles voilées qui ont l'âge de ma fille. Mais moi, j'ai grandi avec leur mère. Il n'y avait pas de voile. Quand j'étais à l'école, alors moi, j'ai été très… Je planais un peu quand j'étais enfant, je connaissais rien, je m'intéressais pas tellement à ce qui se passait autour de moi. Je faisais pas la différence entre mes petites copines qui étaient chrétiennes, celles qui étaient musulmanes. Voilà. Le seul signe
dont je me souviens, c'était que quand il y avait le ramadan, les jeunes filles, les petites filles, elles avaient des tatouages au henné sur les mains, voilà, qui étaient assez visibles. Donc, ah, c'est quoi ça? Puis on fait la même chose avec des feutres. Voilà. Pour moi, c'est le seul signe qui me permettait de savoir qu'il y avait une différence. Aujourd'hui, mais ça vous saute aux yeux. Voilà. Quand vous êtes dans un quartier, la différence vous saute aux yeux. Voilà. Maintenant, pourquoi moi, je n'ai pas de réponse encore une fois parce que je suis une simple citoyenne, mais je constate, d'abord, je pense que la nature humaine est impatiente et que cet ascenseur social, il n'a quand même pas embarqué tout le monde, qu'il a été très long. Il y a certainement eu des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a eu de la déception et je pense que cette impatience de se dire ce que vous nous avez vendu, bah, ça ne marche pas, moi je l'ai pas. Voilà, on montre des choses, mais moi ça vient pas assez vite, ne joue certainement pas en faveur de la sagesse. Hein. Et puis, je pense aussi que on a, alors là, ça va vraiment pour le coup, là, je prends un gros coup de vieux, ça fait vraiment réac, mais je pense qu'on n'a pas valorisé beaucoup le travail. Il y a quand même des valeurs basiques, hein, le goût de l'effort, le travail, le respect des règles, dont on ne parle plus du tout. Enfin, même moi, hein, si je dis ça à mes enfants aujourd'hui, je pense qu'ils me regardent avec des yeux ronds, en comprenant pas de quoi je parle. Mais je pense que le fait d'avoir lâché là-dessus a fait des générations suivantes des proies faciles pour les gens malhonnêtes. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous allez dans un quartier, quand vous êtes un gamin, quand on vous répète toute la journée que de toute façon, vous n'arriverez à rien parce que vous êtes enfant d'immigrés, parce que vous êtes noir, quand on vous répète que les policiers sont tous des pourris, quand on vous répète que là, les Français, hein, c'est-à-dire pas vous, hein, les Français, c'est des autres qui sont racistes, qui vous aiment pas, comment voulez-vous qu'ils se construisent? Voilà. Ce discours victimaire, il est infusé dans les veines de la jeunesse aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant, Nathalie, ce que vous dites, puisque vous utilisez le « on ». Vous dites « on a infusé à cette jeunesse voilà, ce statut de victime, etc. » Et j'en reviens à la tribune que vous avez signée là. Elle a été effectivement publiée dans Marianne. Il y a certaines personnalités qui l'ont co-signée. Mais elle n'a été reprise absolument dans aucun grand média, les médias mainstream, hein, ni à la télé, ni dans Libération, ni dans le voilà, ni dans le Monde. Elle n'a pas été reprise. Est-ce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans les médias, dans la communication en France, par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Parce que j'ai l'impression que vous représentez quand même, comme vous dites, vous parlez en tant que citoyenne, mais j'ai l'impression que vous représentez quand même une grande majorité, en tout cas une majorité des Français dans ce que vous dites et dans ce qu'on a pu entendre aussi avec toutes les différentes manifestations qu'il y a pu y avoir ces 2 dernières années, les Gilets jaunes, etc. Donc c'était, tout d'un coup, on avait l'impression que c'était la majorité silencieuse qui se réveillait, comme on dit, et que malgré tout, on a du mal en France à entendre cette majorité silencieuse, et c'est les minorités visibles, comme on dit, qui tiennent le devant de la scène, et donc on a l'impression qu'ils sont la majorité, mais en fait ce sont des minorités, des groupes qui font beaucoup de bruit. Et d'après vous, pourquoi est-ce que les médias jouent le jeu de ces minorités? Alors ça, c'est une vraie bonne question. J'en sais rien. Je constate effectivement que à chaque fois qu'il y a des actions de ce type, c'est pas dans l'IB qu'on va s'exprimer, c'est pas dans Le Monde, c'est pas dans l'Obs. Hein. Marianne ouvre volontiers ses colonnes à ce genre d'initiative, mais ils sont bien seuls. Hein. Effectivement, les médias. Mais à la radio, c'est pareil. Hein, quand vous écoutez France Inter, France Culture, c'est quand même le service public. Ils tendent très, très volontiers leur micro à des gens qui véhiculent l'idéologie indigéniste ou décoloniale. Hein. Je vais te dire, Maboula Soumaoro, elle est invitée régulièrement dans des émissions pareilles. Ouria Boutelja, un petit peu moins, mais elle a été souvent invitée de Frédéric Tadei. Enfin voilà, ces gens ont effectivement leur ronde serviette dans leurs médias, dans ces médias-là en tout cas. Moi, je pense, la seule chose que je peux dire, c'est que je crois que c'est en train de changer. Je crois que les gens sont en train de se réveiller.
parce qu'ils en ont marre. Paradoxalement, le mouvement Black Lives Matter en France a peut-être, je trouve que depuis quelques mois, il se passe quelque chose. D'abord, ce mouvement, il est importé des US et il n'a pas du tout la même signification en France qu'aux US. Hein. Donc, moi, je ne remets pas du tout en cause la légitimité de ce mouvement aux USA. J'en sais rien. Moi, j'habite en France. Voilà. Et en France, on n'a pas la même histoire. Donc, les gens se sont engouffrés là-dedans. Et puis, petit à petit, il y a des voix qui se sont fait entendre. Hein. Moi, j'ai écrit une tribune qui commençait par « Je ne mettrai pas à genoux ». Voilà. Oui, je voulais venir justement à votre tribune. Il ne veut pas dire que je me désolidarise de la lutte anti-racisme. Au contraire, ça a toujours été dans mon ADN. Mais ce côté victimaire-là, non, ça ne me va pas. Et puis, il s'est passé quelques événements. Ce mouvement s'est trouvé comme égérie quelqu'un d'extrêmement controversé qui Traoré. Voilà, la famille Traoré. Alors ils sont dans une démarche de faire des procès dès qu'on les cite. Hein. Mais bon, voilà, vous regardez un peu l'histoire de cette famille, c'était quand même hallucinant qu'on les traite comme des icônes. Il faut quand même savoir que quand on a eu Assia Traoré, la porte-parole de ce mouvement, qui a fait la couverture du Monde, qui a fait la couverture du Nouvel Obs, je crois. Enfin voilà, un battage médiatique. Dans Paris Match, il y a eu 4 pages pour nous expliquer la vie merveilleuse de cette famille, où on nous vantait même les mérites de la polygamie, d'expliquer à quel point c'était sympa, ils avaient grandi tous avec leurs 4 mamans, enfin voilà, sans que personne ne leur porte la contradiction. À la limite qu'on fasse un papier, bien entendu, mais à un moment, il faut quand même rappeler qu'on est en France, qu'il n'y a pas, que ce genre de pratique n'est pas compatible avec la République. Donc voilà. Et puis, petit à petit, je pense qu'il y a des gens exaspérés qui ont commencé à dire ça suffit. Voilà. Moi, j'ai lu des tribunes très intéressantes, j'ai entendu des voix très intéressantes de gens qui étaient eux-mêmes noirs et qui disaient mais stop quoi. Vous êtes gentil, mais vous ne m'assimilez pas. Vous ne me représentez pas. À des caïds de quartier, je n'ai rien à voir avec ça. Voilà. Donc, je pense que paradoxalement, les choses se radicalisent un peu des deux côtés. Et puis, cette majorité silencieuse au milieu, elle en a peut-être un peu marre aussi qu'on la traite de raciste. Les gens ont peut-être un peu marre aussi qu'on leur renvoie l'image. Voilà. Les gens en ont marre, mais ils n'ont pas envie qu'on leur dise par exemple, je comprends très bien qu'un homme aujourd'hui, il en est ras-le-bol d'entendre qu'il est un mâle blanc dominant. Oui. Voilà. Quand j'entends cette expression, je réponds, par exemple, j'ai envie de dire à Rokhaya Diallo, qui véhicule cette expression tant de fois, mais moi, je vais la traiter de femelle noire, et puis on verra comment elle va réagir. Oui, voilà. Bien sûr. Bien sûr, mais justement, voilà. L'actualité en France aujourd'hui vous inspire à vous et à d'autres de très belles chroniques publiées sur les réseaux sociaux ou dans certains médias. Mais aujourd'hui, d'après vous, que peut faire le citoyen lambda qui ne se reconnaît pas justement dans cette critique culpabilisante qu'on lui assène dans les médias du matin au soir? Qu'est-ce qu'il a comme moyen de se faire entendre? Je vous disais tout à l'heure. Alors oui, on peut faire des manifestations. Aujourd'hui, avec le Covid, c'est pas évident de manifester. Mais comment aujourd'hui, effectivement, se faire entendre? Alors vous le faites parce que effectivement, vous êtes suivi sur les réseaux sociaux. Clairement, ce qui nous manque, ce qui manque aujourd'hui, c'est un leader. C'est clair. Politiquement, demain, il y aurait des élections. On ne saurait pas pour qui voter. Il n'y a pas un parti qu'on soit de droite ou de gauche. Voilà, il y a une vraie trahison de nos élites politiques. Alors, la trahison, elle est certainement beaucoup plus dure à avaler pour les gens de gauche. Voilà, parce que les valeurs de la gauche, c'est quand même l'universalisme, l'égalité, la fraternité. Donc, les voir se compromettre avec des indigénistes, effectivement, on l'a vraiment, vraiment mauvaise. Mais effectivement, concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de concret. La réponse à votre question, ce serait de mettre un bon bulletin dans l'urne la prochaine fois. Mais encore faudrait-il qu'émerge un vrai… qu'émerge une personnalité. Voilà. Une personnalité. Alors, des pétitions. Est-ce que vous pourriez vous identifier, vous rallier
à des mouvements. Par exemple, je pense au mouvement, ou en tout cas au Front populaire de Michel Onfray, dont on entend parler pas mal ces derniers temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez rejoindre, le Front populaire? Est-ce que vous pourriez écrire dans le Front populaire, dans cette revue? Oui. Front populaire, il porte un espoir, hein, parce que le débat est possible. Parce que Front populaire, il y a un vrai espace de liberté et que le seul point, enfin, un des points communs de tous les intervenants, c'est justement qu'ils s'affranchissent de cette pensée unique qu'on lit partout. Donc, Front populaire, il porte un vrai espoir. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de se transformer un jour en mouvement. Quelque chose de politique. Voilà. Après, il y a quelques petits… voilà, la tribune dont vous parlez, elle a été aussi co-signée par République souveraine, par Georges Kousmanovic, qui est un dissident de la France insoumise et qui est un des rares à gauche à porter encore une parole universaliste. Donc, on a des petits espoirs, on a des petites lumières, mais qui pour l'instant sont bien faibles. Vous pourriez, vous engager en politique? Non. Non. C'est pas quelque chose c'est pas pour vous la prochaine étape? Mais pas du tout, certainement pas. Moi, d'ailleurs, dans mes tribunes, je fais toujours très attention. Je ne parle pas de politique, enfin, je parle de la vie, de la société, mais je ne communique pas sur mes préférences. Voilà, je dis volontiers que je suis plutôt de gauche, mais je ne prends pas de parti particulièrement. Ça m'est même arrivé de faire une tribune pour défendre Jean Messia, qui est un leader du Rassemblement national. Oui, du Rassemblement national. Parce que je trouvais absolument détestable qu'on se permette de le traiter de chameau et que SOS Racisme ne n'intervienne pas. Donc voilà. Mais c'est tout. La politique, c'est pas pour moi. Je pense qu'il faut des leaders en politique, mais je pense qu'il faut aussi des citoyens Moi, je suis là pour constater les choses, pour poser des questions. J'ai pas de réponse à y apporter. Mais il faut des gens qui posent des questions aussi. Alors, qu'est-ce qu'une Nathalie Bianco pense de, par exemple, puisque vous disiez que vous aviez plutôt une sensibilité de gauche, qu'est-ce qu'une Nathalie Bianco, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer beaucoup de choses, pense de quelqu'un comme Éric Zemmour? Alors, vraiment, c'est pas ma tasse de thé sur beaucoup de choses. Maintenant, je lui reconnais des qualités. Je crois que pour le coup, c'est un vrai débatteur. Pour le coup, il a un amour de la France. Je ne suis pas d'accord avec ses solutions. Je pense qu'il a une vision du problème qui est bien trop extrême. Voilà. Mais je vois aucune raison de le diaboliser. Voilà, je suis assez… Quand il a commencé à faire ses émissions à la télé, il y a plusieurs personnalités qui se sont fait un point d'honneur à dire « je n'irai pas débattre avec lui ». Résultat des courses, il a pris encore plus l'ascendant. Moi, j'applaudis des deux mains quand je vois quelqu'un qui va débattre avec lui et qui a le niveau suffisant pour lui porter la contradiction. C'est pas évident, hein, parce que c'est quand même un personnage qui est brillant, qui est un orateur né, mais quand ça arrive, quand le niveau est intéressant, par exemple, le débat Zemmour-Onfray était passionnant, c'est très bien. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Son émission en France, elle cartonne. Il a de plus en plus de personnes qui le suivent. Que lui ait autant d'audience, c'est le signe qu'il y a une place à prendre. Il y a un manque. Voilà. Et ce manque, le danger, en fait, c'est que les gens se tournent vers des leaders extrêmes. Voilà. Il y a tellement personne. Voilà. Il y en a deux des leaders extrêmes aujourd'hui en France. Il y a Marine Le Pen et il y a Mélenchon. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, voilà. Après, il y a Macron, Mélenchon et Le Pen. Mélenchon, bon. Mélenchon, il reste Le Pen. Voilà. Mélenchon, s'il a joué au poker, pour moi, il a joué les mauvaises cartes. Il s'est compromis beaucoup trop. Et c'est regrettable parce que je pense qu'il y a une période où il avait fait naître un espoir, quelque chose de très chouette. Mais vraiment… moi, quand j'ai écrit ma tribune à Mélenchon, au moment où il a défilé avec les islamistes, j'ai dû recevoir des milliers de messages privés. J'ai reçu pas mal d'insultes aussi, mais beaucoup, beaucoup moins que de messages de gens qui me disaient merci. Merci d'avoir exprimé ce que l'on avait à dire et merci d'avoir exprimé notre agression. Oui,
Oui, votre tribune sur Mélenchon, elle est exceptionnelle. J'invite les gens qui nous regardent à aller la chercher et la lire. C'est une lettre ouverte à Jean-Luc Mélenchon, à l'époque où il avait défilé avec tous les islamistes Ouais. les plus radicaux de France et de Navarre. Ouais. Alors, je vais maintenant, on va venir, alors là, on a parlé à Nathalie Bianco, militante. Et ben, j'aimerais bien maintenant voilà, qu'on présenter et rencontrer la Nathalie Bianco, auteure de romans. Le premier en 2019, Ouais. Les courants d'air, sorti en 2019, qui a connu un joli succès. Le dernier, sorti il y a quelques semaines seulement, Les Printemps. Mm-hmm. Alors, c'est un roman que j'ai pris un plaisir fou à lire, que vraiment je conseille, un roman feel good, un roman où vous décrivez merveilleusement les sentiments, les émotions que vivent vos personnages, auxquels on s'identifie. On ne peut pas faire autrement que s'identifier, surtout quand on est une femme. Et on s'identifie à eux, à elles, beaucoup. Et puis du coup, on rit aux éclats parfois. Et puis parfois aussi, on écrase une petite larme, en tout cas dans Les Printemps. Les courants d'air, je l'ai pas encore lu, mais c'est mon prochain. Là, je pars en vacances, je l'embarque avec moi et je m'y attelle. Alors, Les Printemps, vous écrivez, alors pardon, je vous laisse nous raconter un petit peu ce roman. Ah, oh là là, le truc horrible. C'est plusieurs personnes. Alors, c'est un roman qui a comme toile de fond le confinement qu'on vient de passer, mais c'est vraiment pas un roman sur le confinement. Le confinement est juste un prétexte, mais c'est une occasion où trois personnages totalement improbables se rencontrent. Il y a trois héroïnes. La première héroïne, c'est Manava. C'est une jeune fille de 20 ans qui est une starlette de télé-réalité. Voilà, donc, vous savez, c'est ce genre de bimbo avec des seins en silicone, des opérations esthétiques dans tous les sens et qui vit, qui est une starlette, hein, vraiment, hein, mais qui participe à des émissions. Alors, en France, on a ça, c'est les Ch'tis, les Marseillais, la Virade, le cœur brisé, des choses comme ça. Elle participe à des émissions de télé-réalité. Et le roman, d'ailleurs, commence sur sa énième opération. Elle s'est fait poser des prothèses sur les fesses pour avoir un fessier un peu plus galbé. Alors, elle paraît très cruche comme ça, très superficielle. Et puis après, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui joue avec le système, qui est loin d'être idiote. Elle se prend d'amitié pour sa voisine, qui est tout à fait dans un autre registre, qui s'appelle Esther, qui est une ancienne institutrice de 86 ans, voilà, qui est le contraire, hein, je l'imagine avec un chignon bien serré, des jupes droites, une petite dame qui se tient très droite, qui parle un français impeccable, qui est très cultivée et qui cultive elle-même aussi ses plantes sur son balcon. Et puis un troisième personnage va se greffer, qui est une mère de famille multidivorcée, qui est toute seule avec ses deux petits jumeaux et son adolescent. Hein, et qui est un peu dépassée, un peu débordée par tout ça. Je la décris comme se laissant un peu aller. Hein. Physiquement, elle est toujours en jogging, en vieux t-shirt. Elle a pris énormément de poids. Et puis, elle a décidé de lâcher un peu l'affaire de la séduction. Voilà, une mère de famille un peu en perdition qui se concentre sur le plus urgent pour elle, qui est de s'occuper de ses enfants, qui est un peu désabusé par rapport au reste. Voilà, donc trois personnages qui n'ont rien à voir, qui sont toutes les trois sur un balcon, vous savez, ces balcons parisiens, ces grands balcons filants, là. Oui. Et puis, elles se retrouvent tous les jours, tous les soirs, et une amitié va se nouer entre ces trois personnes. Voilà. Alors oui, là, vous nous décrivez donc les trois héroïnes, les trois personnages principaux, auxquels, effectivement, on s'identifie à chacune d'elles un petit peu, on se retrouve un petit peu dans chacune d'elles. On a l'impression vraiment de Manava, on a vraiment l'impression que c'est Nabila et que dans 2 secondes, elle va nous dire « Allô, j'ai des cheveux, j'ai du shampoing ». Donc voilà, mais c'est vraiment, elle est hyper bien. Enfin voilà, vous la décrivez vraiment super bien. Moi, elle me fait beaucoup rire. Et puis, alors, on commence comme ça à faire connaissance avec ces trois personnages, à s'attacher à elle
de manière superficielle, et puis au fur et à mesure des chapitres, voilà, on rentre en profondeur dans chacun des personnages, et puis vous avez des personnages secondaires. C'est David. Bon chapeau pour David, l'aide-soignant. Oui. Alors cet aide-soignant autiste Asperger, je sais jamais comment. Je sais pas non plus, pour tout vous dire, voilà. je l'écoute ce mot, mais je le prononce pas. Ouais, bah voilà. Donc tout à l'heure, un autiste qui essaye de s'adapter et de s'intégrer tant bien que mal à la société et qui aspire à être normal, à vivre comme tout le monde, à aimer, à parler, à ressentir et à s'exprimer comme. Alors vraiment c'est voilà, c'est tous ces personnages-là. On vit avec eux ce confinement. On se reconnaît parce que on l'a vécu aussi dans plein de choses qu'ils traversent et qu'ils vivent. Et voilà, et on les suit, on s'y attache, on rigole, on pleure avec eux. Et je vous invite vraiment à vous ruer sur ce livre vraiment qui est parfait pour la saison, pour le moment, pour cette deuxième vague que nous ici on prend en pleine face et à laquelle vous êtes encore épargnés en France. Alors Nathalie, vous avez écrit 2 romans. Alors j'imagine, là vous avez écrit un roman sur le confinement, donc ça veut dire que vous l'avez écrit assez rapidement. Est-ce que vous êtes déjà sur un autre projet? Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors dans les printemps, il y a vraiment des personnages secondaires avec lesquels je me suis beaucoup amusée. Donc David, jeune homme Asperger, qui a une coloc qui est une féministe intersectionnelle, voilà, et puis il se prend râteau sur râteau parce qu'il essaye de séduire une amie de sa coloc, et puis bien entendu ça fonctionne pas. Donc il y a les conseils d'Esther, la vieille dame, mais qui lui suggère des choses en décalage avec l'époque, hein, donc voilà. Lire du Baudelaire, ça marche pas parce que c'est des propos de vieux mâles blancs oppressifs. Donc il se prend râteau sur râteau. Il est en grande difficulté avec sa coloc et tous ses amis. Et du coup, je pense que mon 3e roman va un petit peu se moquer avec tendresse, parce que j'ai pas envie d'avoir la dent trop dure, mais je pense que justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on parlait de ces nouvelles idéologies, mais il n'y a pas que des méchants là derrière. Il y a des gens qui croient à ça, qui sont là-dedans en étant animés de bonnes intentions. C'est ce qu'on appelle les woke, hein, voilà, ceux qui sont tout le temps en train de penser, de dire ce qu'il faut faire pour être une bonne personne. Et donc, je pense que mon 3e roman va prendre ce cadre-là. Voilà, j'aimerais bien me moquer un petit peu gentiment de ceux qui sont toujours certains d'être du bon côté. La bonne face. Voilà. Donc, ceux qui, on appelle ça les politiquement corrects, mais c'est même pas suffisant maintenant, parce que c'est quand même des gens qui ont la censure facile. Hein, voilà. Moi, j'ai découvert un nouveau terme depuis peu que je connaissais pas, mais c'est la cancel culture, la culture de l'annulation, qui consiste à la cancel culture. Voilà, c'est du mot en anglais, oui. Voilà, c'est le boycott en fait. Voilà, tout à fait. C'est ce qui consiste à décréter que quelqu'un a des propos problématiques, et donc on sort de son milieu culturel, journalistique, artistique, voilà. Donc c'est woke dont je parle, ils ont quand même un certain pouvoir de nuisance. Donc je pense que le cadre de mon prochain roman sera certainement dans ce milieu-là, avec un personnage qui sera pas dupe de tout ça, un peu comme Manava, hein, qui est dans la télé-réalité, mais qui sait très bien qu'elle fait. Voilà. Alors, écoutez, moi personnellement, je vais l'attendre avec impatience. Si vous connaissez un petit peu si vous lisez les tribunes de Nathalie, si vous aimez son ton, ses romans, c'est un peu sur le même ton, de dérision, d'ironie, voilà. Et alors, voilà, je vous invite à lire ses livres. Moi, j'attends le 3e avec impatience. Nathalie, merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment. Merci, c'était un plaisir. Pour moi aussi, partagez. J'espère, voilà, vous écrivez et puis vous revenez nous voir. J'aimerais vous voir en vrai la prochaine fois, ce sera mieux. Oui. J'espère que voilà, ils vont nous laisser reprendre nos allers-retours entre Tel Aviv et Paris très très vite.
Ok. Parce qu'ici, ça bloque quand même pas mal de monde. Alors, merci Nathalie, bonnes vacances. Merci. À très bientôt. Et puis, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour d'autres tribunes, d'autres coups de gueule, d'autres coups de cœur, pourquoi pas. Plutôt Et des puis, coups de cœur, j'espère. Ouais, allez. voilà, les deux. Coup de cœur, coup de gueule, selon ce que l'actualité nous réserve comme surprise. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir sur Tandem 2.0. Moi, ce sera une prochaine fois avec un autre invité, un autre sujet, au gré de l'actualité et des envies. À très bientôt à tous. Merci Nathalie. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.